Alors je suis très heureux de vous recevoir, Édouard Husson, car il y a un mystère Husson, il y a quelque chose de très institutionnel chez Édouard Husson. Vous avez été recteur, exactement chancelier des universités, vous avez été membre du bureau du cabinet de Valérie Pécresse, vous êtes un professeur d'université reconnu en France et dans toute l'Europe, et en même temps il y a quelque chose de très dissident. Vous écrivez notamment, nous allons y revenir, dans le courrier des stratèges, des choses très peu correctes du point de vue de la bonne pensée politique, et même avec une certaine violence. Dans ce mystère, je voudrais bien lire, et pour commencer, vous connaître mieux, parlez-nous de votre enfance, de votre jeunesse, de vos premiers pas. C'est peut-être un éclairage. Parlez-nous de vos parents, ça, peut-être que vous ne le faites pas très souvent, mais pour TV Liberté. En termes simples, ma famille c'est une famille bourgeoise. J'ai jamais eu honte de me dire bourgeois. J'ai pas cet anti-bourgeoisisme français qui est un peu trop répandu, je dirais, et qui est un peu un paravent, surtout quand les gens sont très bourgeois dans leur façon d'être. Donc moi, je suis fier d'être issu de génération de bourgeois parisiens du côté de mon père. Alors en fait, l'histoire de la famille est plus compliquée que ça. La famille de mon père, Husson est un nom lorrain. Et mon ancêtre direct, qui habitait Bar-le-Duc, vient s'installer vers 1620 à Paris. Il est notaire. Son petit-fils trouvait que les études de notaire... alors sous Louis XIII, enfin le sous Louis XIII, voilà. Très ancien. Sans doute pour ça d'ailleurs que... Il y a 4 siècles. La période m'a toujours fasciné, peut-être, je ne sais pas. Toujours est-il que son... Vous aimez le XVIIe? Oui, j'aime le XVIIe siècle et son petit-fils trouve qu'une étude de notaire, c'est un peu ennuyeux, et il ouvre une boutique rue Saint-Honoré. Il vend des éventails et du papier à lettres pour ces dames de Versailles. Et donc ensuite, au XVIIIe siècle, mes ancêtres... Papier à lettres fabriqué à Angoulême, non? Alors il faudrait que je vérifie. Oui, tout à fait. Et alors, bon, son descendant est ruiné pour des raisons que nous pouvons imaginer. En 1791, il fait faillite. Il avait perdu sa clientèle. Et alors, son fils décide de ne pas se laisser abattre. Il part s'installer en Martinique. Et donc, au XIXe siècle, la lignée paternelle devient une lignée d'officiers ou d'administrateurs des territoires français outre-mer. Et donc, à partir de là, j'ai, disons, le service de l'État aussi, qui est dans la tradition familiale. Du côté de ma mère, c'est plus la promotion républicaine, puisque mon grand-père maternel est un normalien, hulumien, et à peu près la génération de Raymond Aron et de Georges Pompidou. Et il a pu faire ses études grâce à des bourses de la République. Donc, originaire d'où, lui Alors, la famille était bretonne, mais son père était employé de banque à Saint-Étienne quand mon grand-père est né. Mon grand-père a fait sa classe préparatoire à Lyon, et puis il est monté à Paris, comme on disait. Pour faire Normal Sup. Mais c'est cette génération de normaliens qui ensuite a voulu absolument être professeur de lycée. Et mon grand-père maternel a été toute sa vie professeur en première de français, latin et grec. Alors on va revenir à votre grand-père qui joue un certain rôle, mais votre enfance se déroule où? Place Mitoire, avenue du Ken, dans le 7e arrondissement. Mes grands-parents, arrière-grands-parents étaient officiers, donc c'était un quartier où les officiers français se posaient quand ils n'étaient pas en mission. En mission, voilà. Et donc j'ai grandi là, et effectivement. Quel lycée? Alors, non, ça c'est encore une autre histoire, parce que j'étais à Sainte-Croix, à Neuilly, toute ma scolarité. Pour une raison amusante, quand on fait l'histoire du système d'éducation nationale, dans ces années 70 de pédagogisme amorcé et de plus en plus triomphant, on trouvait qu'il fallait que les jeunes gens, garçons et filles, ne commencent pas leur scolarité trop tôt. Or moi, je suis né en mars.
Et mes parents, je savais lire, voilà. mes parents voulaient absolument que je rentre en cours préparatoire le plus vite possible, mais l'éducation nationale ne voulait pas. Une inspectrice un jour m'a pris en traître, elle m'a fait dessiner une dame sous un parapluie, et alors elle a trouvé que j'étais pas mûr parce que la dame était toute petite et le parapluie était très grand. Bon, alors je sais pas, c'est un sujet pour mon psychanalyste évidemment, mais à partir de là, je pouvais pas rentrer dans le public. Et donc le privé. Et donc il y avait à Sainte-Croix, à Neuilly, il y avait cette possibilité d'entrer sans dispense. Voilà. Et en fait, j'y suis resté toute ma scolarité parce que j'y étais très heureux. Et déjà très littéraire. J'ai fait un bac C. J'ai fait un bac maths physique, maths LM, aurait dit mon père, mais moi c'était maths physique. Et donc j'avais plus d'affinité avec les lettres, mais j'ai quand même tenu à à voir jusqu'où je pouvais pousser les maths et la physique par curiosité. Je pense que la terminale C était le sommet de ma carrière. Bon élève quand même. Hein? Oui, pas mauvais, oui. Et pas mal dans les livres. Oui, avec une mère universitaire et un père grand lecteur, oui, je pense que c'était assez naturel à la maison, oui. Alors, ça ne vous empêche pas de faire du sport, en tous les cas un sport rare et prestigieux. Vous vous êtes lancé dans l'escrime. Oui, là aussi, c'est l'occasion fait le larron. Il y en avait à Sainte-Croix, et avec un vieux. J'ai commencé avec un vieux maître d'armes, il devait avoir plus de 80 ans, il s'appelait maître Pêcheux, qui avait été, je crois, assez bien placé dans les années 60, ou un peu plus tôt dans les années 50, à des championnats d'Europe ou du monde. Et puis après ça, j'ai eu quelques autres maîtres d'armes, dont maître Genin, maître Lefin, qui m'ont appris effectivement ce qui reste une grande tradition française, l'escrime. C'est encore un sport qu'on arbitre en français. Et c'est un sport plus physique que ce qu'on croit, mais qui est très tactique. Il faut beaucoup réfléchir. Donc c'était une belle combinaison qui me plaisait. Vous avez fait des compétitions, j'imagine. Oui, des compétitions scolaires, effectivement, mais j'ai pas. Mais rien au-delà, non ? Il y a un moment. On fait un choix. Malheureusement, le système français le système éducatif français n'est pas très favorable à pousser le sport à un haut niveau tout en ayant une grande exigence académique. Donc, à partir du moment où je suis rentré en prépa littéraire, j'avais plus assez de temps. C'était pas à Sainte-Croix alors ? Non, j'étais en Hippocagne à Henri IV. Henri IV. Et voilà que Normal fait de vous un professeur, Normal Sup. Oui, alors j'ai eu la chance d'y rentrer, effectivement, parce que la concurrence était rude. Je savais que je voulais faire de l'histoire, mais je m'intéressais toujours à l'Allemagne. Et j'ai résolu mon dilemme en faisant une maîtrise en histoire de l'Allemagne. Et puis ensuite, j'ai fait une thèse en histoire de l'Allemagne. Alors, là, votre grand-père joue un rôle, je crois. Oui, c'est-à-dire que mon grand-père était d'une génération qui avait suivi, il était enfant pendant la Première Guerre mondiale, ensuite il a combattu brièvement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors lui était du côté italien, donc il n'a pas été fait prisonnier, mais ensuite il a observé avec passion et inquiétude à la fois le rapprochement entre la France et l'Allemagne de l'Ouest. Et il était représentatif de sa génération, c'est-à-dire qu'il n'acceptait ce qu'a fait De Gaulle que dans la mesure où Adenauer était un Rhénan. Il me disait, si ça avait été un Prussien, ça m'aurait gêné. Ça marché, oui. Voilà. Alors hélas, les Prussiens sont arrivés ensuite. On pourra en reparler. Mon grand-père était d'une génération aussi où on apprenait plus volontiers l'allemand que l'anglais. Il avait appris les deux. Mais au fond, il avait plus de goût pour la culture allemande que pour la culture anglaise. Ça a été très longtemps comme ça. Je mets mon grain de sel parce que c'est intéressant. Et j'ai l'occasion de dire que nous faisons des conversations, que je ne suis pas perchiste ni journaliste, donc je mets mon grain de sel. Je dis ça parce qu'il y a quelquefois des téléspectateurs de TVL qui trouvent que je parle trop. Mais il y a un point intéressant, pendant très longtemps, le grand partenaire, y compris la grande langue partenaire, ça a été l'allemand, enfin, tout au long de la Troisième République et encore sous la Quatrième, la preuve, et les débuts de la Cinquième. L'anglais n'est arrivé qu'ensuite, et c'est justement ce que De Gaulle a essayé
freiner en relançant les études germaniques. C'était lui-même un très bon germaniste, parlait très bien allemand, beaucoup mieux que, comme toute sa génération, qu'on ne parlait anglais. Et votre grand-père tiquait un peu sur ce rapprochement, alors que même tout de même il était inscrit inscrit dans les étoiles après 3 guerres terribles déclenchées par l'Allemagne contre la France en 70. Oui. 14, Ensuite, 40, c'était une remarque, c'était une interrogation sur ce qu'était l'Allemagne. Et mon grand-père était un humaniste, helléniste, latinisant. Et pour lui, la France, c'était le pays de la mesure, de la limite, c'était le classicisme. Et ce qui le frappait toujours, c'était le romantisme allemand comme refus de la limite. Oui, un danger. Et il y voyait la racine de ce qui vient par la suite. Avec Guillaume II et avec Hitler. Un très beau livre de Curtius là-dessus. Voilà, et donc ça m'a stimulé. Très grand livre, je dois dire. Tout à fait. Comparaison entre les deux tempéraments. Tout à fait, oui. Que Curtius oppose plus qu'il n'allie. Exactement, et d'ailleurs, alors ça nous amènerait à une discussion sur aujourd'hui. Ayons-la. Je pense que les Français d'il y a 3 ou 4 générations connaissaient parfaitement l'Allemagne et l'admiraient, mais se faisaient peu d'illusions sur elle, ils la connaissaient. Aujourd'hui, on ne parle plus l'allemand, on croit qu'on est très proche des Allemands, et en fait, on s'aperçoit dans le destin de l'Europe que la France et l'Allemagne réagissent rarement de la même façon face aux mêmes défis. La France se veut proche de l'Allemagne, mais l'Allemagne ne se veut pas du tout proche de la France. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Vous, le germaniste, vous avez consacré plusieurs ouvrages. Je pense que pour la génération, les générations d'après-guerre, d'immédiate après-guerre, la France a compté, et il y avait le geste de De Gaulle, mais c'était plus... Pour les Allemands. Pour les Allemands, c'était l'idée que les États-Unis les dominaient, ils n'avaient pas le choix, mais la France était la preuve qu'ils pouvaient se racheter politiquement et moralement. Et ça, lorsque De Gaulle leur a dit « vous êtes un grand peuple », il a cautérisé une plaie. Le voyage de 58. 62. Ah, il a attendu si longtemps pour y aller? Non, il n'y a pas un voyage de De Gaulle dès son arrivée au pouvoir? Non, il reçoit Adenauer. Il reçoit Adenauer à Colombey. Il paraît qu'il reçoit Adenauer à Colombey pour lui éviter d'aller à Paris où on craignait des manifestations hostiles. Oui, c'est ce qu'on a dit. Il veut aussi lui marquer une intimité, une forme d'admiration aussi pour le fait qu'Adenauer a été en réalité un opposant au nazisme. Et puis c'est un catholique rhénan, au passage qui était bien connu des services français, hein, puisqu'il avait joué dans l'entre-deux-guerres avec l'idée d'une Rhénanie indépendante. Alors Adenauer était un malin, il parlait peu, donc il n'a jamais été pris sur le fait. Mais les services français savaient très bien que si on avait créé une Rhénanie indépendante, Adenauer aurait pu en être. Et quelle chance pour la France! C'était la politique de Richelieu. C'était la politique de Richelieu. C'était une politique dont la France n'a jamais vraiment pris les moyens, en fait. Même si l'idée de créer une Allemagne de l'Ouest, la France y adhérait au nom de ça. Ensuite, la question est de savoir si, après la disparition de toutes les petites souverainetés allemandes, sous les coups de la Révolution et de l'Empire, en fait, puisque le grand unificateur de l'Allemagne, le premier unificateur de l'Allemagne, c'est Napoléon. C'est Napoléon, hélas. Et donc, était-ce encore possible? Ça nous renvoie au magnifique petit livre de Jaurès, l'histoire de la guerre de 1870, dans lequel Jaurès en fait fait très bien comprendre le dilemme français à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Il cite abondamment Adolphe Thiers au corps législatif qui critique la politique de Napoléon III après Sadova. Et quand on lit Thiers, on s'aperçoit ce que Bainville nous avait toujours dit d'ailleurs. Oui, c'est très bainvillien. C'est qu'en fait, il est l'un des inspirateurs de Bainville, qui s'en est jamais caché. Et Jaurès, en face, a une vision qui est tout à fait cohérente, dans laquelle il dit, mais
peut-on prétendre, quand on est français et quand on est un héritier de la Révolution, peut-on prétendre à empêcher une nation allemande, à condition qu'elle soit démocratique, d'émerger? Alors c'était des débats de très haute tenue qui étaient menés à cette époque, mais je pense que c'est le dilemme que De Gaulle a affronté aussi. De Gaulle était spontanément bainvillien, on va dire, par sa... monarchiste, tout simplement, ses lectures de jeunesse, son observation, et puis il prend acte après 1945, après 49, il prend acte du fait que toutes ces souverainetés allemandes ont disparu, l'Allemagne est en train de devenir une nation démocratique, en tout cas à l'Ouest, et il y a cette très belle conférence de presse de mars 59 dans laquelle il prend le taureau par les cornes, il dit la réunification de l'Allemagne aura lieu, mais il faudra qu'elle ait lieu à certaines conditions. Et c'est un peu le contraire de ce qu'a fait Mitterrand en 89, qui a d'abord essayé qu'elle n'ait pas lieu, et puis qui ensuite n'a pas posé assez de conditions. Oui, voilà. Certes. Alors, vous avez été élève d'un des chantres, je crois, de plusieurs des grandes voix qui ont mis en musique intellectuellement ce rapprochement franco-allemand, Alfred Grosser. J'ai jamais été son élève. Revent, ni l'un ni l'autre. Alors, Revent, j'ai vu souvent Revent, j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Je ne partageais pas toujours sa vision de l'Europe fédérale, surtout après 90. Très favorable à l'Allemagne. Mais c'était un vrai connaisseur de l'Allemagne et un homme cultivé, un homme charmant. Je dirais pas la même chose d'Alfred Grosser, qui d'abord était péremptoire, qui d'abord n'a jamais vraiment travaillé. Les mauvaises langues disaient que la lecture quotidienne de la Frankfurter Allgemeine Zeitung lui servait de source d'information unique. Et, alors, c'était assez pour Sciences Po, mais pas assez pour la Sorbonne, quand il a fait quelques cours à la Sorbonne. C'était assez pour Sciences Po, mais pas assez pour l'université. Il a les agrégatifs d'allemand n'ont pas gardé un très bon souvenir d'Alfred Grosser, mais surtout, bon, les gens sont ce qu'ils sont. Grosser était un tyran. Quand je parle de sa carrière académique, il s'est comporté comme un gourou. Et en France, on tend à ça sur les études de quelque secteur que ce soit. Et Grosser entendait faire la pluie et le beau temps. Et puis alors surtout, de façon très curieuse, il a presque interdit aux Français d'étudier le nazisme. Parce que étudier le nazisme, ça risquait de faire de la peine à l'Allemagne. Alors je simplifie, mais... je me suis toujours tenu à distance et j'ai eu, lors d'une conférence, un affrontement mémorable avec lui. Donc vous étiez très jeune et lui, il était paré de toutes les plumes Et on m'a dit que ma carrière était finie, mais apparemment non. J'ai fait carrière académique mais après. Alors vous n'avez pas écarté du tout la critique du nazisme, parce que vos premiers ouvrages, je ne sais pas quel fut votre premier... J'ai vu en tous les cas une préface de vous qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai trouvé extrêmement intelligente. Il faut que je vous le dise 40 ans plus tard. Je vous laisse la responsabilité de cette opinion. Une préface aux 3 Richelieu, une étude sur... De Wollenberg. Que j'ai traduit, oui. Que vous avez traduit. Inutile de dire, vous êtes devenu un parfait germaniste. Et vous traciez une politique très étonnante, enfin un portrait politique très étonnant de Richelieu. Les 3 Richelieu, c'était le Richelieu chrétien, le Richelieu cynique, on peut dire, en tout cas, grand politique. Grand politique, oui. Et le 3e Richelieu est un Richelieu tel que vous le voyez, extraordinairement... il ne faut pas oublier le chrétien, mais extraordinairement national, on peut dire. Oui, alors le sous-titre de ce livre, c'est « Servir Dieu, le roi et la raison ». Et la raison, oui. Et en fait, oui, moi je me suis intéressé à l'historiographie de Richelieu, d'abord pour comprendre les origines des politiques allemandes de la France, et puis parce que... ça consistait à pulvériser l'Allemagne en autant de principautés qu'il se pourra. Je crois que c'était ça. Oui, en tout cas, laisser les princes allemands établir des souverainetés s'ils le souhaitaient face aux Habsbourg. C'était ça, face à l'empereur. Bon. Diviser pour régner. Mais Richelieu est encore un homme de la chrétienté.
Il n'est pas un pur créateur de la raison d'État, où la raison dialogue avec la théologie, elle dialogue avec le droit, avec la morale. Les traités de Westphalie sont extrêmement réfléchis, préparés, plusieurs années à l'avance. Modérés, on peut dire. Richelieu, d'ailleurs, meurt en 1642, et Mazarin est le successeur, mais Mazarin s'appuie sur tout ce qui a été préparé par ce qu'on pourrait appeler le premier cabinet de Premier ministre, le premier cabinet ministériel. C'est Richelieu qui l'a inventé, en fait. Il avait une quarantaine de personnes qui travaillaient pour préparer la paix. Et donc ce livre de Jörg Wollenberg, qui est un historien allemand que j'aime beaucoup, est un grand livre parce qu'il est parti de la bibliothèque de Richelieu, et il s'est interrogé sur la question de savoir ce que Richelieu avait vraiment lu dans sa bibliothèque. Parce qu'après tout, c'est une question qui nous concerne tous. Qu'avons-nous vraiment lu de notre bibliothèque? Et qu'avons lu de nos livres? Voilà. Quelquefois, on les abandonne au milieu. Voilà. Et donc, à partir de là, il a une lecture très fine de la politique de Richelieu, qui était un homme d'État, un politique, un ministre de son roi, et qui donc n'avait pas le temps de lire pour lire, mais qui, en revanche, allait puiser dans tous les ouvrages de son temps qui lui semblaient nécessaires des raisons théologiques, juridiques, éthiques, politiques, historiques de créer un ordre européen stable, fondé sur la souveraineté des États. Alors, vous ne faites pas du tout ce que fait Alfred Grosser, qui fait l'éloge de l'Allemagne, mais qui évite de parler du nazisme. On peut dire que vous avez plongé dans l'étude du nazisme, en allant même très loin. Déjà, l'intellectuel courageux se révélait. Il y a eu 2 ou 3 livres de vous sur... alors, en effet, l'échec de la politique de Richelieu, c'est-à-dire l'unification allemande, que vous imputez, à juste titre, à mon avis, à Napoléon. Les 3 guerres que cela a données, 70 provoquées par Bismarck, 14 provoquées par Guillaume et 40 provoquées par la revanche dont Hitler est l'instrument. De quel œil regardez-vous cette Allemagne tout de même, qui une fois réunifiée devient terrible, et il y a plusieurs de vos ouvrages qui ne vont pas de main morte sur la question allemande, notamment lorsque vous expliquez dans le nazisme ordinaire, comment ça s'appelle, hein, j'ai oublié le titre de ce livre. Ce que j'ai consacré à la controverse autour des Allemands ordinaires. Oui. C'est-à-dire les Allemands ordinaires participent beaucoup au nazisme. Alors, en réalité, si vous les accablez un peu. Vous dites qu'une grande partie des morts, notamment des victimes juives, n'ont pas été tuées dans les camps, mais ont été tuées, exécutées en plein champ à travers l'Europe centrale. Ça c'est l'autre partie de la. C'est très accablant pour le peuple allemand. De la Shoah, mais qui se passe en Europe de l'Est, à l'est des camps polonais, en Ukraine, en Biélorussie, en Russie. Alors, pour faire rapidement une sorte de parcours intellectuel. Moi, j'ai grandi dans une famille, je dirais, de la bourgeoisie française, où on était naturellement anticommuniste. C'était les crimes du communisme, pour moi, ne me surprenaient pas. Et donc, quand j'ai vu, après 90, tous ces anciens Mao et autres, qui tout d'un coup découvraient les crimes du communisme, tout le débat, l'émoi autour du livre de Stéphane Courtois, le livre noir, etc. Courtois lui-même, d'ailleurs, poussant le bouchon un peu loin sur une espèce d'amalgame. C'est 95, 96. Voilà, ça, 97. Moi, j'avais décidé de... Je veux dire, faire la danse du scalp, si j'ose dire, alors que la bête est morte, ça m'intéressait peu, et puis je connaissais. Alors que le nazisme me paraissait beaucoup plus instructif pour l'époque qui commençait, pour une raison que j'ai assez vite comprise en lisant sur la période, et ça rejoint la question qu'on dit, qui est le fait que Staline est très brutal avec sa propre société. Plus on était proche du pouvoir communiste, plus c'était dangereux. Alors que le nazisme, c'est l'inverse. Il y a un pacte qui est passé avec la société allemande, un compromis,
certains Allemands ont pu survivre aux 12 ans du Troisième Reich à condition de ne jamais émettre aucune opinion hostile, sans être pour autant des nazis fanatiques. Et en fait, j'ai découvert petit à petit que le communisme était un totalitarisme de la guerre civile, alors que le nazisme est un totalitarisme de la guerre de conquête, de la guerre génocidaire. C'est ça qui a commencé à m'intéresser, mais avec une société qui s'accommode. Et d'ailleurs, le nazisme a des aspects plus modernes que le communisme dans ses modes d'organisation. Et puis, quand on pense à l'eugénisme, c'est ultra moderne, le nazisme. Voilà, c'est un progressisme. Et j'ai découvert aussi. Je mets le nazisme à gauche, moi, mais pas. Oui, c'est pas un peu faux. par provocation, il y a des. Et ça vous a valu une polémique après la convention de la droite. Oui, mais nous sommes succédés à la tribune de la convention de la droite. Moi, ça m'a pas choqué il y a 3 ans par Marion Maréchal. Comme spécialiste du nazisme, ça m'a pas choqué qu'on classe le nazisme à gauche. Il a des traits d'extrême gauche, comme il a des traits, on peut dire, d'extrême droite. Très progressiste, en tous les cas. Créer un homme nouveau. C'est ça, exactement. Ce que l'on vous resserre aujourd'hui encore avec le transhumanisme. Et donc, à partir de là, ce qui m'a intéressé, c'était effectivement de comprendre comment une société pouvait se mobiliser sur un projet apparemment moderne, aux conséquences absolument terribles. Et alors c'est là que je me suis intéressé, bien sûr. Délibérément moderne, en fait. Oui. En fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que le pays qui fascinait le plus Hitler, c'était les États-Unis. C'était les États-Unis, oui. Et donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. La Rochelle, d'ailleurs, pendant des années. Il y a des choses à dire là sur la fascination américaine, y compris aujourd'hui, mais nous avons y arrivé. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur le nazisme parce que, bien sûr, je pense qu'on ne peut pas éviter, surtout quand on a décidé de faire du nazisme le partenaire principal de la France en matière européenne, on ne peut pas éviter de se poser la question du lien entre l'histoire allemande et le national-socialiste. C'était des questions qui, pour moi, devaient être posées naturellement, qu'Alfred Grosser avait plutôt évité. Et j'étais un petit peu chagriné aussi de voir qu'il y a une grande école américaine d'histoire du nazisme, une grande école britannique, une grande école israélienne. Que nous occultions. Oui, avec des travaux absolument extraordinaires. Et la France n'en profitait pas. Donc j'ai fait partie de cette génération d'historiens qui a acclimaté ces travaux en France et qui les a poursuivis. Édouard, je suis désolé, je voudrais citer un de vos très beaux livres, très marquant, très terrible, dont j'ai oublié le titre. C'est pas le nazisme ordinaire. Quel était ce titre ? Une culpabilité ordinaire. Une culpabilité, pardon, j'ai oublié le mot. Une culpabilité ordinaire, chez François-Xavier de Guibert. Tout très à beau fait. livre. J'espère qu'on peut le trouver encore, ce qui n'est pas évident. Oui, sur Amazon, oui, vous le trouvez. Oui. Bien, ou sur quelques distributeurs que ce soit. Pas de concession. Non, mais c'est purement pratique. Bref, une culpabilité ordinaire. C'est terrible quand même pour une bonne partie du peuple allemand, malgré tout, qui ont participé à la Shoah quelquefois de leurs mains. Enfin. C'est-à-dire, ça pose une autre question, et ça pose, je pense, la question qui est la même pour nos sociétés. C'est que vous avez un niveau d'adhésion, on va dire, moyen, à un projet politique qui, lui, est totalitaire. L'avènement du nazisme, c'est une crise de la démocratie allemande, parce que la République de Weimar n'arrive pas à s'acclimater. Et Hitler crée un consensus, on va dire nationaliste, abolition du traité de Versailles. Sur la revanche. La revanche, le fait de mettre les syndicats au pas, et les Allemands adhèrent jusqu'aux lois de Nuremberg, les lois racistes de Nuremberg, qui sont une sorte d'inversion de la Révolution française, qui désémancipe les Juifs. Jusque-là, les Allemands adhèrent à 100%, on pourrait dire. Mais le problème vient après, c'est-à-dire qu'ils ont donné leur soutien à un homme qui, doté d'une énorme popularité après sa victoire contre la France, dans la campagne de juin 40, lâche la bride sur le cou aux vrais nazis, à ces 15% d'Allemands qui, eux, avaient compris jusqu'où Hitler voulait aller. Vous dites 15%.
Les vrais nazis, oui, mais si vous voulez, ils mènent le jeu. C'est ceux, voilà, c'est ceux, et c'est ceux qui sont prêts à organiser les massacres, à tuer, c'est ceux parmi les médecins qui soutiennent l'euthanasie. Et en fait, nos sociétés modernes fonctionnent souvent comme ça. C'est que vous avez des projets fous, idéologiques, hystériques, qui sont finalement qui s'abritent derrière le paravent d'un consensus plus large. On pense à d'autres totalitarismes qui se développent sous nos yeux. Mais nous oui, et c'est un des vrais dangers. J'ai jamais eu énormément d'admiration pour le Habermas, commentateur du patriotisme constitutionnel. En revanche, il y a un très beau livre qu'il a écrit qui s'appelle « Vers un eugénisme libéral ». Et dans ce livre-là, il montre très bien la dynamique à l'œuvre. Aujourd'hui. Sous couvert de libéralisme. Sous couvert de libéralisme. Et peut-être appuyé par plus de 15% de la population. Et c'est peut-être pas très loin de ce que les Allemands pensaient dans les années 30, de ce point de vue-là. Vous avez fait des conférences en Allemagne, parce que c'est assez accusatoire pour l'Allemagne, qui essaie d'oublier, de faire oublier. Non, vous savez, alors ça c'est une question vraiment intéressante. Non, les Allemands ont fait l'examen de leur passé. Il y a la venue d'Adenauer à Reims, qui symbolise ça très bien. Puis il y a après ça le geste tout à fait spontané de Willy Brandt, qui s'agenouille au ghetto de Varsovie. Alors, l'examen allemand du passé s'est arrêté. En fait, ce qui est très significatif, ça peut nous amener à de l'actualité, c'est le fait que en 1990, Helmut Kohl, le chancelier de l'époque, le chancelier de la réunification, n'a pas l'idée, l'inspiration pour faire la même chose vis-à-vis de la Russie et des peuples d'Union soviétique. Parce qu'au fond, il y avait un troisième geste de réconciliation. Il s'agissait, imaginez que Kohl ait dit à Gorbatchev, allons ensemble à Saint-Pétersbourg, l'ancienne Leningrad. Le siège de Leningrad est l'événement le plus terrible avec la Shoah de la Deuxième Guerre mondiale. C'est atroce. Et il y a eu la mise à mort par la faim, par ce siège quasiment complet pendant de longs mois de plus d'1 million de personnes. Et là, il y a un geste. Là, il y aurait eu quelque chose à faire avec... et à l'époque, Kohl aurait pu inviter Gorbatchev à le faire. Ça aurait eu une portée gigantesque. Et alors, ça c'est quelque chose que j'ai vu dans les années 90 quand je faisais ma thèse en Allemagne et puis quand je commençais à travailler sur le nazisme. L'avenir de l'Europe eût été différent peut-être. C'est ça. Ça aurait emmené les Baltes, les Polonais et d'autres qui aujourd'hui sont volontiers russophobes, et on peut comprendre, il peut y avoir des raisons historiques, mais qui se laissent instrumentaliser au nom de ça, et ça les aurait emmenés dans une vraie conscience européenne qui aurait été complète à ce moment-là. Parce qu'au fond, ce que les Allemands et les nazis en particulier, mais les Allemands en général ont fait dans l'ancienne Union soviétique est bien plus terrible que ce qui nous est arrivé à nous Français. Les historiens ont réévalué à la hausse, après la chute de l'Union soviétique, les pertes de la Deuxième Guerre mondiale. D'où l'actuel Poutine, qui voit encore des nazis à l'œuvre. Oui, alors, bon, il faut dire qu'en Ukraine, il y en a. En Ukraine, il y en a. On va y venir. En Ukraine, il y en a. Alors, il faut que nous avancions. Je me suis un peu appesanti sur cette période allemande parce qu'elle est très marquante, qui montre aussi d'ailleurs que vous êtes historien. Disons au passage que vous avez publié, toujours chez François-Xavier de Guibert, votre premier éditeur, une histoire de France avec Michel Pinton, qui était extrêmement bien faite. Un beau dialogue, oui. Un beau dialogue avec Michel Pinton. Michel Pinton qui est grand connaisseur. Un nouveau parrain intellectuel, on peut dire. Enfin, il a joué un certain rôle. Bien sûr, oui. Il avait été très proche de Giscard d'Estaing, le fondateur de l'UDF, comme on le rappelle souvent. C'est un personnage que j'espère nous aurons un jour à TV Liberté, parce qu'il est témoin d'une grande partie de l'histoire et qui ensuite est devenu très critique sur la manière dont les choses sont gérées. Et vous avez écrit tous les deux un très bon livre. Tout ça vous mène d'ailleurs à une carrière universitaire toute tracée, bien que ce que vous disiez sur l'Allemagne commence un peu à être
à être moins conformiste que ce que la chanson chantée au XXe siècle. Oui, enfin, vous savez, dans la vie académique, on a toujours de la liberté, si on veut. Alors, aujourd'hui, l'atmosphère est liberté, oui, c'est sûr. Aujourd'hui, l'atmosphère est très, très pesante à cause du politiquement correct et à cause d'une vraie... Plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Oh, il n'y a pas de rapport. Oui. Il n'y a pas de rapport. Mais il y a 20 ou 30 ans, quand on commençait une carrière académique, il suffisait de vouloir être libre. Je veux dire, c'est pas... On parlait d'Alfred Grosset tout à l'heure. Son conformisme m'a plutôt incité à le contredire. Mais pour parler de l'Allemagne telle qu'elle était, non pas telle que les élites françaises la rêvaient. Vous avez été professeur donc dans différentes universités, professeur des universités, c'est le titre, je crois. Oui, alors j'ai fait après avoir passé quelques années comme chercheur en Allemagne, je suis revenu, j'ai été maître de conférence à Paris-Sorbonne, qui aujourd'hui est dans un ensemble plus grand qui s'appelle Sorbonne Université. J'avais passé 3 ans à Strasbourg, d'abord comme assistant, et puis après ça, j'ai été professeur à Amiens, l'université Jules Verne. Et puis aujourd'hui, je suis professeur à l'université de Cergy-Pontoise. Alors, vous revenez un peu vers la politique, puisque on vous retrouve en 2007, je crois, au cabinet de Valérie Pécresse. Alors, ministre de l'enseignement supérieur. C'est une histoire effectivement assez étonnante parce que j'avais pas fait spécialement la campagne de Nicolas Sarkozy et en 2009, en fait, un de mes contacts me dit que Valérie Pécresse cherche quelqu'un à son cabinet pour s'occuper du dossier des sciences humaines et sociales. Et moi, je dois dire que j'avais été heureusement surpris par la fermeté de Sarkozy, qui avait mis en œuvre une réforme des universités pour plus d'autonomie. Que vous approuvez. Et surtout, il a tenu bon. Moi, j'étais habitué à Chirac depuis De Vaquet, 86. Qui reculait, ben oui. Et là, je voyais, ça m'a... on dira que j'étais assez neutre sur Sarkozy, mais ça m'a prévenu en sa faveur. Et en plus, à l'époque, j'étais en train de quitter la vieille Sorbonne pour prendre un poste à Amiens et il y avait un cirque, comme mes collègues sont capables d'en créer un. Les enseignants-chercheurs, comme on les appelle, s'étaient mis en grève parce qu'on voulait réformer leur statut dans le cadre des lois Sarkozy, loi Pécresse. Et donc, j'avais quand même entendu un de mes collègues expliquer qu'il ne rendait pas son salaire alors qu'il était en grève, mais parce qu'il faisait grève comme enseignant, mais pas comme chercheur. Alors, et j'avais trouvé que c'était vraiment dégoûtant, pour dire les choses, vis-à-vis des étudiants. Et ce qu'on voyait, c'était que les étudiants de première année en particulier n'avaient pas leur cours en amphi. Quand vous aviez un séminaire de maîtrise, de master, vous pouviez trouver une salle. Mais en revanche, c'était les étudiants qui étaient pénalisés. Oui. Et ça m'avait suffisamment remonté pour que j'organise avec quelques collègues une pétition demandant au président de Paris-Sorbonne de l'époque, défunt et regretté Georges Molinier, de remettre les gens au travail et de rouvrir l'université, surtout d'assurer pour tous ceux qui voulaient enseigner. Comme aurait dit De Gaulle, il faut des enseignants qui enseignent et des chercheurs qui trouvent. Bon, et donc... alors, des travailleurs qui travaillent. Voilà. C'était la phrase de 68. Et donc, alors cette pétition a fait un peu de bruit et voilà comment je me suis retrouvé au cabinet du ministre. Voilà, je me suis retrouvé au cabinet du ministre. Ça vaut la peine de parler de ce que j'ai vu entre 2009 et 2012. Puisque j'ai été recteur pas après 2007, ça. Oui, 2009 et 2012. Et vous êtes devenu recteur en 2012. En 2010. Je suis resté 1 an au cabinet de Valérie Pécresse, puis je suis devenu vice-chancelier des universités auprès de... Le passage est court au cabinet de Valérie Pécresse. Oui, mais vous savez, en cabinet, je dirais d'une certaine manière, soit on est directeur de cabinet adjoint, et là on reste, soit on a un dossier, on le traite, et puis après on va faire autre chose. Mais c'était... on se fait nommer. Comme dans la BD Quai d'Orsay, voilà. Oui, c'est ça. Et ce que j'ai vu était passionnant entre 2009 et 2012, parce que on a réformé les universités, on leur a donné de l'autonomie, on a fait émerger quelques
grands champions. En fait, on a défait 68. On a remis ensemble les facultés des lettres et les facultés des sciences. Pour recréer des universités Pour recréer de vraies universités complètes. Et c'est quelque chose qu'on laissera à l'actif de Sarkozy. Il a créé Saclay, qui est 13e université mondiale maintenant. Et ça, il fallait y arriver. Avec différents compartiments. Exactement. On a recréé la Sorbonne. Avec Paris-Sorbonne et Jussieu, qui sont devenus et qui sont très bien classés maintenant dans les classements internationaux. Je n'accorde pas à ces classements une valeur infinie, mais malgré tout, la France peut être fière. Elle peut tenir le coup. Et puis on a créé Paris Sciences et Lettres autour de l'École normale supérieure. Tout ça grâce à Valérie Pécresse ? Tout ça grâce à Sarkozy. Il faut dire les choses. J'ai admiré Pécresse comme ministre, oui. Mais c'était une bonne exécutante. Oui. Ça, il ne faut pas se tromper. Et on a un des paradoxes de la Ve République, c'est que le moins prédisposé à ça en apparence, peut-être le moins intellectuel des présidents de la Ve, est celui qui a le plus fait pour l'université. Bon. Et ça, je peux vous dire, c'est lui qui était aux commandes. Ça ne viendrait pas à l'esprit, oui. C'est lui qui était aux commandes. Et c'était impressionnant d'ailleurs, parce que de ce point de vue-là, vous savez, Sarkozy, c'est pas compliqué, quand il a eu de bons ministres, il a fait les choses. Quand il a eu une déloyauté structurelle, comme par exemple sur l'immigration ou la sécurité, là, c'est parti en autre boudin. Son grand défaut étant qu'il n'est pas un leader complet, c'est-à-dire qu'il lance les choses, mais il oublie de vérifier à mi-parcours et en fin de parcours si on est allé au bout. Vous l'avez connu ? Je l'ai vu un certain nombre de fois. Ce que je peux vous dire pour avoir vu de l'intérieur, mais ça nous emmènerait dans une autre discussion, c'est que c'est le dernier président qui a fait son travail. Je ne partage pas toutes les options, j'ai trouvé la guerre en Libye stupide et destructrice, mais en revanche, c'est quelqu'un, on ne sait pas sur Sarkozy que c'est un homme de dossier, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et j'ai vu des notes précises, des annotations de sa main sur les notes qu'on lui remettait, qui connaissait la question. Et il maîtrisait parfaitement ses dossiers. C'est le dernier, parce que ce qui est venu après, malheureusement, est assez pitoyable. Autre grand sujet, notre conversation se prolonge, mais nous avons le temps. Tout ce que vous dites est très intéressant, Édouard Husson. L'université, recteur et chancelier des universités, c'est extrêmement prestigieux, ce titre que vous avez eu pendant quelques années. J'avais plus exactement le poste de vice-chancelier auprès du recteur de Paris, c'est-à-dire que, si vous voulez, à Paris, il y a 300 000 étudiants, le chancelier étant le recteur, mais il délègue un certain nombre de missions, parce que à Paris, il y a 300 000 étudiants. En Île-de-France, il y en a 600 000. C'est considérable. Il y a à peu près 2,5 millions, 2,6 millions d'étudiants en France. Donc, vous voyez la proportion que ça représente. Trop, non ? En termes d'étudiants, tout dépend de ce que vous leur faites étudier. Le problème, c'est qu'on a trop de gens qui... J'ai toujours pensé qu'il y avait trop d'étudiants, mais enfin... Non, mais c'est-à-dire qu'on a trop de gens qui échouent, à tous les sens du mot, dans les matières généralistes en sciences sociales. C'est ça le problème. Ça, c'est ce que De Gaulle avait magnifiquement vu dès 62-63 avec Narbonne. Son conseiller Narbonne. Voilà. Mais Pompidou voulait ouvrir partout, y compris créer des facultés de sociologie. Il adorait ça. Et finalement, ça nous est... on le paye encore aujourd'hui. Ça nous a coûté cher. Beaucoup d'étudiants le payent. Oui, mais Pompidou voulait ouvrir les universités à Giorno. Oui. Donc, et De Gaulle voulait la sélection. Oui, bien sûr. Vous êtes favorable à la sélection ? Mais, bien sûr. Oui, bien sûr, évidemment. Et puis De Gaulle voulait aussi la professionnalisation d'un certain nombre de gens. Il voulait créer des filières pour l'industrie. Notre désindustrialisation, elle vient largement des mauvais choix qui ont été faits à cette époque. Et de ce point de vue-là, Pompidou a certes industrialisé la France, mais pas sans pérennité. Mais sans pérennité, parce qu'il n'avait pas écouté, ça c'est très bien raconté par Perfit, il n'avait pas écouté De Gaulle et Narbonne sur... Narbonne étant le conseiller d'éducation à l'Élysée auprès du général de Gaulle. Sur la question de création des filières pour que la France soit dans la durée une puissance industrielle. Et ça, on le paye aujourd'hui très durement. L'université fait défaut à la compétitivité française.
C'est ce que vous nous dites. On a quelques joyaux, on a des îlots. Saclay, vous disiez. Oui, on a ces grandes universités dont je parlais, Saclay, PSL, la Sorbonne, Paris-Cité, et puis aussi Marseille, Grenoble, Bordeaux, Strasbourg, qui sont aussi des universités qui sont beaucoup consolidées à cette époque-là. Et puis il y a Lyon ne s'est pas regroupé, mais il y a des joyaux là-bas. Enfin, on a de très grandes universités compétitives au plan européen et qui font souvent avec peu de moyens comparés à ce qu'ont les autres. Mais on n'a pas, si vous voulez, notre grande faiblesse, c'est que nous n'avons pas une sorte de classe moyenne des instituts de technologie, des instituts de la troisième révolution industrielle. Et ça reste à créer. C'est la seule faiblesse des universités. Il y a aussi une certaine inculture des étudiants, non? Est-ce que je caricature? Il y a par ailleurs une crise Arrive profonde à l'université des étudiants qui ne sont pas formés, du système scolaire et éducatif. Voilà, et ça, on le paye aussi, bien sûr. On peut dire que c'est tout de même un handicap. Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, de ce point de vue-là, la crise est très profonde et on peut dire sans animosité que Jean-Michel Blanquer a échoué sur ce qu'il voulait faire. Il n'avait pas que des mauvaises intuitions, mais il n'a jamais pris les moyens en fait de changer le système, et en particulier pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il faut mettre énormément de liberté dans le système. Il y a beaucoup de projets d'écoles, de projets associatifs qui veulent se créer partout, mais Blanquer est un étatiste et il a voulu que le ministère contrôle tout ça, limite le plus possible ses initiatives. Or, le système ne sera sauvé que localement et par une saine concurrence entre... Voilà bien Girondin. Sur ce point, vous savez, je pense que moi je suis ni girondin ni jacobin, c'est-à-dire que je pense que ou c'est le De Gaulle de 69, c'est-à-dire la France a besoin à la fois d'un État stratège, qui dirige et qui investisse dans un certain nombre d'infrastructures et de projets d'avenir, mais pour le reste, il faut libérer les forces. Il n'y a pas d'opposition entre le jacobinisme, c'est bébête cette opposition. Oui, tout à fait. Jacobinisme et girondisme que je viens d'utiliser. Puis surtout en face est assez théorique et un peu superficiel. Non, mais c'est surtout qu'en face, il y a la grande tradition monarchique française avec beaucoup plus de liberté locale que ce que nous avons eu après. Qui fait son Exactement, oui, on a besoin du principe unificateur. Nous sommes bien d'accord. Ouais. Alors, j'aimerais longuement parler des universités avec vous. Peut-être que je vous demanderai quelque chose pour le nouveau conservateur, parce que c'est tout de même un grand sujet. Essentiel. De préoccupation pour la France. Des qualités et des défauts auxquels il faut remédier, absolument. Peut-être que les grandes écoles sont une façon d'y remédier. Et vous, alors je ne sais pas par quel biais... tout à coup, vous vous retrouvez directeur d'une grande école en 2013, je crois. En 2012, le SCP, une école de commerce en plus. Grande école de commerce, m'avait beaucoup étonné quand je vous ai retrouvé à la tête de l'ESCP. Si vous voulez, j'ai vécu 3 ans passionnants. École supérieure de commerce de Paris. Hein. Et j'ai passé 3 ans passionnants, d'abord auprès de Valérie Pécresse, puis ensuite auprès de Patrick Jarre, recteur de Paris, pour aider à la modernisation de ce système, au bon sens du terme, et la libération des forces les plus créatrices. Et puis, Flamby devient président de la République. Alias François Hollande. Et je me dis, qu'est-ce que je vais m'ennuyer? Si vous voulez, Sarkozy, on bossait beaucoup. Et les délais étaient tenus. Et je me retrouve... Quel éloge de ce... Oui, non, j'ai pas que des éloges à faire, mais de ce point de vue-là, c'est intéressant. Et je me dis, mais avec Hollande, qu'est-ce que ça va être ennuyeux, on va tomber dans la routine. Et il y avait ce poste de directeur de l'ESCP qui était disponible. Ce fut la routine, en effet. Ce fut la routine, bien sûr, oui, tout à fait. On vit encore des réformes de la période Sarkozy, en termes universitaires. Vous changez de pied et vous dirigez une école de commerce, une des plus prestigieuse, enfin. Oui, puis il y avait un très beau projet, puisque l'école a un campus à Londres, à Madrid, à Turin, à Berlin. Aujourd'hui, il y en a eu un en plus à Varsovie. Et c'était la vraie Europe. C'était une Europe concrète, si vous voulez. Ça m'intéressait de voir ce que, à partir on se passe de Bruxelles, là. C'est l'Europe en acte. Voilà. Et réalise, je m'occupais de 5 corps académiques différents.
avec une culture différente. Oui. Les professeurs berlinois, turinois, madrilènes, londoniens, parisiens ne réfléchissaient pas forcément de la même manière sur les mêmes sujets. Et donc j'ai passé effectivement 2 années absolument passionnantes et j'ai vu ce que la France est capable de produire, parce que nos écoles de commerce, qui sont, en plus c'est la plus ancienne, elle a été créée en 1819 par Jean-Baptiste Say, économiste et entrepreneur bien connu. Saint-Simonien un peu, non, sur les bords ? Non, Say était un libéral au sens où le terme avait à l'époque, c'est-à-dire c'était un entrepreneur en fait. Et il avait, il a créé l'école avec Adolphe Blanqui, le frère d'Auguste, qui pensait à peu près à l'opposé de son frère sur tous les sujets économiques. Et c'est intéressant parce que la France a créé de vraiment grandes écoles respectées dans le monde, qui ont beaucoup de liberté. Alors pendant longtemps, ce sont les chambres de commerce qui s'en sont occupées. Et on voit que là, pour le coup, on est au niveau internationalement. Donc c'était vraiment intéressant. On est au niveau internationalement. Mais là, je vais me permettre, cher Édouard Husson, de mettre mon grain de sel de nouveau. Je me demande si une trop grande partie des élites françaises, en tous les cas des plus beaux fleurons, des élèves qui marchent, quoi, qui réussissent, n'est pas absorbée par les études commerciales. Est-ce que ça paraît aujourd'hui le nec plus ultra de faire soit Sciences Po, mais enfin Sciences Po est en train de disparaître, on peut dire, ça ne marche plus Sciences Po, c'est pas du tout l'école prestigieuse que nous avons connue il y a encore 20 ou 30 ans, elle a été démolie cette école. Mais ce qui se fait, et l'ENA disparaît, bon. Est-ce qu'il est normal que le summum de la réussite universitaire, scolaire, pour les meilleurs, soit le commerce ? Ça, c'est une question presque plus philosophique que sociologique ou politique. Je dirais que... Parce qu'on a une génération qui est obsédée par le commerce. Oui et non. C'est-à-dire que je pense, si vous voulez, que ces écoles elles-mêmes reflètent une certaine crise de la représentation de nos élites. Parce que je crois, si vous voulez, ne boudons pas notre plaisir, nous avons des écoles de grand niveau dans ce secteur, et c'est une bonne chose. Ensuite... Oui, mais le commerce, c'est une disposition d'esprit. Oui, alors, mais aujourd'hui, dans une école de commerce, on fait beaucoup d'autres choses que du marketing. On peut apprendre aussi des choses solides. On peut devenir entrepreneur, Mais en fait, moi, ce qui me gêne, si vous voulez, c'est que d'abord, ces écoles commencent à être rongées par le politiquement correct. Pendant longtemps, on y allait aussi pour avoir un minimum de culture en humanité. Et puis aujourd'hui, c'était les grandes gloires d'HEC. Aujourd'hui, oui, pensez au rôle qu'a joué Philippe Nemo à l'ESCP. Vous n'avez pas idée comme il était aimé par les étudiants. Ah non, mais qui est un désir de connaissances non pratiques, de connaissances tout simplement chez les élèves, d'accord. Mais est-ce qu'on ne résume pas les études à un certain nombre, vous dites non, d'études pratiques? Ensuite, l'autre problème, c'est que l'autre problème des écoles de commerce, c'est qu'on y a de plus en plus de professeurs qui sont des c'est-à-dire en management, en marketing, etc., qui connaissent de moins en moins les entreprises. Et de ce point de vue-là, c'est théoricien. Voilà. Et puis, le troisième aspect, c'est qu'on n'a pas réussi jusqu'à maintenant à faire des mariages intelligents avec les grandes écoles d'ingénieurs. Et nous ne formons pas assez d'ingénieurs. Ça, c'est un problème pour une France qui a vécu d'ingénieurs pendant très longtemps. C'est notre problème fondamental. Vous avez beaucoup de diplômés d'écoles d'ingénieurs qui sont allés dans la finance, dans le commerce, comme vous dites. Mais par ailleurs, nous ne formons plus assez d'ingénieurs. Nous avons des talents qui pourraient devenir des pionniers du numérique, des pionniers des nouvelles technologies, et nous ne savons pas les former. Et quand nous les formons, nous les laissons partir à l'étranger. Et voilà, gros problème. Et on ne sait pas faire revenir en particulier... Parce que c'est l'industrie qui manque, là, pour le coup.
parce que l'industrie manque, et puis parce que, si vous voulez, alors ça c'est une des limites des réformes de l'université, un chercheur qui doit revenir en France, il faut quand même lui mettre à disposition des conditions matérielles. C'est pas tellement le salaire qui va l'intéresser, c'est son environnement de recherche. Je veux dire, restez pas très longtemps à la tête de l'ESCP. 2 ans. 2 ans. Un peu plus de 2 ans. 2 ans, et en fait j'ai eu un gros différend stratégique avec la Chambre de commerce qui voulait que... qui approuvait ma stratégie, mais qui voulait que je la mette en œuvre sans argent. Et comme je venais de faire subir une cure d'austérité à l'école, et que les gens avaient joué le jeu, mais parce qu'on leur avait promis de l'argent pour la stratégie, j'ai dit à la Chambre de commerce... vous n'avez pas quitté pour autant, on en vient à la seconde partie de notre conversation, bien que l'heure est beaucoup tournée, mais tout ce que vous dites est vraiment passionnant. Vous faites à ce moment-là, vous redevenez un professeur très libre de ses propos, libre de ses actions. Par exemple, vous redressez une association qui prouve votre affection pour l'université, qui est l'association Robert de Sorbon, qui s'est spécialisée dans l'enseignement de la civilisation française aux étrangers, on peut dire ça comme ça. Les cours de civilisation française de la Sorbonne, oui, c'est une vieille et prestigieuse institution. Qui n'allait pas très bien et que vous reprenez à neuf, on peut dire. Oui. Qui était un ancien recteur avait créé une fondation pour abriter ces cours de civilisation française de la Sorbonne, mais simplement, si vous voulez, ça périclitait. Et donc, on m'a proposé de reprendre ça. J'ai appliqué ce que j'avais appris dans des postes de responsabilité précédents. J'ai vu qu'il y avait un patrimoine immobilier qui n'était absolument pas mis en valeur. Et donc je me suis arrangé pour que ce patrimoine serve à financer le développement de la fondation et de l'école. Ça a un peu bousculé quelques habitudes, ça. C'est-à-dire moi j'ai un gros défaut. Les syndicats n'ont pas aimé qu'on entreprenne. Voilà, c'est ça. Et ils m'ont remercié effectivement par un gentil article dans Le Monde. Mais si vous voulez, j'ai un gros défaut, c'est que je pense qu'on peut faire des choses. Et que quand une institution ne marche pas, mais qu'on voit comment qu'on peut la faire marcher, on peut la reprendre, la restaurer, la relancer, la refonder, voilà. La réformer, grand mot des conservateurs. Vous savez, les conservateurs aiment les mots qui commencent par la restauration, la rénovation. Oui, bien sûr. Pas la révolution, justement, mais la renaissance, le mot un petit peu préempté aujourd'hui. La reconquête. Si vous voulez, vous avez un outil comme ça, il s'appelle cours de civilisation française de la Sorbonne, vous imaginez ce qu'on peut en faire. Et on revient à cette question de l'international. Il reste partout dans le monde une attente très forte vis-à-vis de la France. Oui. Et ce que moi j'ai appris à détester de plus en plus depuis 30 ans, c'est une forme de dilettantisme, de je m'en foutisme de nos dirigeants qui gaspillent, qui dilapident notre capital, notre patrimoine. Alors qu'il y a toujours quelque chose à faire. Alors qu'il y a encore quelque chose à faire. C'est C'est évident. là où vous devenez où vous mettez en colère. C'est le dernier chapitre de notre conversation. Et c'est sans doute pas le moins intéressant, bien que tout ce que vous disiez, tout votre parcours s'éclaire très, très, très nettement. Vous ne prenez pas d'engagement politique, ce faisant, vous auriez pu. Je crois que vous avez un peu soutenu Éric Zemmour, non? Oui, Marion Maréchal. Oui, effectivement. Moi, je suis un homme de droite, on va dire. Reprendrez-vous du thé pour ponctuer cette affirmation? Pour ponctuer ces affirmations profondes. Non, je pense, si vous voulez, que les droites, ensemble, quand elles arrivent à s'unir, elles sont majoritaires en France, depuis la Révolution. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Non, mais parce qu'elles sont désunies. Ils sont complètement capillotables. Alors vous avez quelques périodes fastes où vous avez des capacités à unir les droites, et malheureusement ça dure rarement, mais effectivement ce qui m'intéresse c'est ça. Et ensuite, oui, j'ai quelques affinités, je suis sans doute dans la mouvance, c'était aussi la raison pour laquelle j'étais proche de l'UDF, d'une certaine démocratie chrétienne, sans aucun doute.
J'admire beaucoup le général. Vous êtes chrétien? Je le suis, oui, tout à fait. Et le catholique. Catholique et français toujours. Oui, non, mais bien sûr. Et puis moi, j'ai grandi avec Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II, donc c'est qui a beaucoup compté, oui, je sais, j'en parlais souvent. Voilà, je suis effectivement, et je pense que de toute façon, il n'y a pas de France sans le catholicisme, mais ça nous emmènerait dans une autre conversation. On peut le dire. Prenez pas de sucre, je crois. Non, merci. Et donc j'appartiens à cette famille-là. Alors ensuite, il m'arrive de soutenir tel ou tel candidat, bien sûr. Votre engagement à l'ICEP, parlez-nous un petit peu de cette initiative prise par Marion Maréchal. Elle vous embarque dans cette initiative et vous jouez un grand rôle, je ne sais pas exactement lequel. Oui, un grand rôle, je ne sais pas. Dans la direction de cet institut à Lyon. Lorsqu'elle a créé son école, lorsque j'ai entendu parler de son école, je me suis mis en contact avec elle parce que je voyais la montée du wokisme, du politiquement correct à l'université, et je me disais, voilà le genre de choses qu'il faut faire, et puisqu'elle a le courage de faire ça, c'est à soutenir. Bon. Il se trouve qu'en plus, effectivement, je suis arrivé au moment où elle crée son école et où on va dire le rectorat de Lyon, le ministère, je ne sais pas, essayait de retarder un petit peu l'ouverture de cette école, et on a réglé ça entre anciens du cabinet Pécresse. Moi, j'avais mal tourné. Ah, vous êtes arrivé là en diplomate, c'est-à-dire que vous aviez justement cette... Eux, ils avaient bien tourné, puisque mes anciens camarades du cabinet, ils étaient partis chez Macron, oui, et moi, j'avais mal tourné, puisque Mais vos liens étaient suffisants pour vous intervenir et que vous les utilisiez en faveur de l'ICEP. C'était au début de la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire 2018. Voilà, fin 2018, je leur ai fait comprendre que c'était peut-être pas la peine de se rajouter un problème. Ils en avaient suffisamment à affronter. Et puis bon, je leur ai aussi... Marion vous doit une fière chandelle pour l'avoir aidé à créer. On lui doit d'avoir eu cette idée, ce courage, parce que créer une école de rien, surtout quand on vient de la vie politique... Une anti-Sciences Po, on peut dire. Aujourd'hui, ça devient. Le but est de recréer une école libre des sciences politiques. Une école libre des sciences politiques. Une école libre des sciences politiques. Voilà, premier nom de Sciences Po. Créé par les protestants, je crois, après 78. C'est une école protestante. Enfin, après 70, après 71, oui, c'est ça. Voilà. Oui. Et donc effectivement, j'étais dès le départ impressionné par le professionnalisme de Marion Maréchal et de son équipe là-bas. Et puis surtout. Citons Patrick Louis, par exemple. Oui, bien sûr. Et elle a créé un espace de liberté. Alors là, pour le coup, moi, j'ai l'impression de me retrouver dans le vieux Paris 4. À l'époque où l'université était libre. À l'époque où Sciences Po était Sciences Po. Où Paris-Sorbonne était un endroit où on trouvait grande liberté d'opinion. Et on n'avait pas peur en même temps de se réclamer de l'héritage français, de la tradition, du conservatisme. Donc j'ai retrouvé ça. Et puis les étudiants sont remarquables. Et puis il y a un vrai brassage social. Les étudiants sont choisis. Et alors je dirais la première génération, ils se sont choisis eux-mêmes au sens où ils ont eu le courage de venir s'inscrire. Oui. Il fallait briser des tabous. Alors que l'avenir n'était pas assuré et que les feux étaient nombreux contre vous. Et aujourd'hui, on est de plus en plus de candidats et donc on les choisit. J'en profite d'ailleurs pour préciser, parce que si cette émission est regardée, qu'il y a un certain nombre de bêtises, il y a un certain nombre de bêtises sur l'ICEP qui circulent dans des médias, y compris chez Marianne, d'ailleurs, il faut le dire, ça m'a surpris de lire un article aussi peu documenté, mais l'ICEP va très bien, c'est une école qui se développe, c'est une école dont les ressources s'accroissent. Et alors, vous voyez, ça nous renvoie à un petit point de notre conversation de tout à l'heure. J'ai lu plusieurs fois sous la plume de journalistes que l'école devait vraiment aller mal parce qu'elle avait 75% de ses ressources, c'était des donateurs. Alors, quand je lis ça sous la plume d'un plumitif parisien, va-t-on dire, je me dis quand même, qu'est-ce que les Français sont provinciaux quelquefois, qu'est-ce qu'ils connaissent peu le monde. C'est le modèle de presque toutes les universités à travers le monde. De grandes universités dans le monde. Oui. C'est 60%, 75% de donations. Oui. Il y a des toutes petites institutions comme Harvard, comme Stanford, qui se développent comme ça. Toutes petites. Et voilà, exactement. Donc, alors, sérieusement, vous voyez, je pense on revient au problème de l'université, on a une mutation à effectuer de ce point de vue-là.
Alors, vous restez enseignant, vous insistez sur la dimension internationale de l'enseignement français qui vous vaut, par exemple, d'être associé à un enseignement. Je crois que vous y partez aujourd'hui même. Merci de nous consacrer vos dernières minutes avant de partir à Budapest pour un cycle d'enseignement. Oui, depuis quelques mois, je suis professeur invité à Budapest au collège Mathias Corvin. C'est une très belle expérience. Là aussi, on a très bons étudiants. Et puis, la Hongrie, alors, petite nation méritante. Que vous aimez beaucoup, que nous aimons beaucoup. Oui, oui. Si vous voulez, c'est une nation qui fait fantasmer beaucoup des progressistes d'Europe et d'outre-Atlantique négativement. Elle est cauchemardée, voilà. Et c'est un peuple libre d'abord, avec un excellent Premier ministre, qui d'ailleurs au passage se définit comme démocrate chrétien. C'est intéressant, ça montre comme le curseur s'est déplacé depuis 30 ans. Les démocrates chrétiens deviennent très réactionnaires. Et il est effectivement, c'est incroyable. Il est effectivement dans la tradition enracinée dans ces années 1980 où la Pologne, la Hongrie, les pays d'Europe centrale et orientale retrouvé leur chrétienté. Et ça a été un outil de lutte contre le communisme. Alors c'est un pays... Mais la chrétienté est un outil de lutte contre tous les totalitarismes. Tout à fait. On le voit encore aujourd'hui. Bien sûr. Et c'est un pays qui... Alors, le principal mérite d'Orban, c'est le développement économique. C'est peut-être ce qu'on cite le moins. Mais il a vraiment... Ce pays vivotait quand il revient au pouvoir en 2010. Et depuis 12 ans, il a vraiment fait démarrer l'économie hongroise. Mais une nation qui se soucie de ses intérêts est mieux menée qu'une nation qui obéit aux intérêts étrangers. C'est très simple. Et il a une politique économique extrêmement pragmatique. Elle est libérale quand il faut, elle est étatiste quand il faut. C'est ce que nous disions tout à l'heure. En fait, c'est un modèle. Je dirais que moi, ce que je retiens de ces semaines ou de ces mois passés là-bas, à Budapest, c'est un modèle pour, je dirais, les droites françaises. Elle devrait s'inspirer beaucoup de cette expérience-là. Il y a aussi une caractéristique d'Orban qui est à mentionner, c'est la modestie. Pas quelqu'un qui la ramène en permanence sur le... il prend ses adversaires au sérieux, premièrement. Et deuxièmement, il n'y a que le réel qui compte pour lui. Et là, en ce moment, vous avez vu comme il se bat pour empêcher un embargo sur le pétrole russe, mais c'est simplement parce que lui pense à son peuple. Alors, lui pense à son peuple. Tout ce que nous avons dit a les allures de la comment peut-on dire, la modération. Tout est très... pas politiquement correct, puisque justement, auprès de Marion Maréchal, comme enseignant à Budapest, on voit se dessiner un portrait d'un conservateur, ce que vous assumez d'ailleurs. Vous assumez être conservateur, je crois. Si je n'étais pas français, j'aurais sans doute été britannique et mon modèle serait d'israéli, Benjamin Disraeli. On attend une biographie de Disraeli. Exactement. Ne le rappelez pas trop vite à mon éditeur. Non. Il faut ce même problème, rassurez-vous. Il faut que je la finisse. Voilà. Mais nous l'attendons. Il faut dire que vous passez beaucoup de temps, alors finissons là-dessus, mais ce n'est pas le moins intéressant, à répandre sur des sites d'information des informations qui sont, alors elles, très clivantes. Je vous ai vu batailler, je le disais en introduction, pour faire comprendre aux Français que les élections américaines, celles qui ont vu la victoire de Biden, étaient proprement truquées. Est-ce que je parle trop brutalement? Mais vous avez suivi au jour le jour cette affaire. J'espère que vous en ferez un livre d'ailleurs, parce que vous avez été très assidu en donnant des informations sur votre site. Si vous voulez, j'attends de voir comment les... Vous avez donné un très bon article dans le Nouveau Conservateur sur le sujet, je crois que c'était le numéro 2. Comme l'enquête, les enquêtes, parce qu'il y en a beaucoup, se développent, et en fait, tout ce qu'on pouvait entrevoir à l'époque est confirmé par ce qu'on peut observer. Si vous voulez, Trump a eu 62 millions de voix en 2016 et 74 4 ans plus tard. Ce qu'aucun
président américain sortant n'a réussi à ce point-là. Oui, oui. Il y a des présidents qui ont augmenté, mais lui, à ce point-là, c'est extraordinaire. Et on a voulu nous faire croire que Biden l'avait battu de 6 ou 7 millions de voix. Il faut être un peu sérieux. Alors, aujourd'hui, on s'aperçoit de quoi il faut dire les choses, il faut appeler un chat un chat. L'establishment américano-progressiste a mis en place aux États-Unis une révolution de couleur. Démocrate. Pour placer Biden contre les intérêts du peuple américain. Une révolution de couleur. Comme il y a eu des révolutions de couleur en Europe orientale. Ah oui, c'est un coup d'État extrêmement bien monté. C'est un véritable coup d'État, bien sûr. Et Biden procède d'un coup d'État. Biden procède d'un coup d'État. Et si vous voulez, Trump a été largement réélu. Alors aujourd'hui, on connaît le processus. Ils ont, ce que Eisenhower appelait le complexe militaro-industriel est devenu aujourd'hui un complexe militaro-numérico-financiaro-industriel. Un peu californien. Et donc les agents de la Big Tech, les grandes entreprises de la Big Tech ont fait partie du complot. On appelle les Californiens beaucoup. Voilà, et ils ont, à quelques exceptions près, mais il y en a qui vont dans l'autre sens, mais ils ont effectivement d'abord truqué les algorithmes qui décomptaient les voix et qui transmettaient les résultats. Et puis, c'était pas suffisant parce que, ça il faut le comprendre, parce que Trump a un bilan extraordinaire et le peuple américain voulait le réélire, le sait. Dans ses profondeurs le sait. Il en a bénéficié, il faut dire que la situation s'est améliorée. D'abord pour le peuple américain. Et alors, vers minuit, 1h du matin, heure américaine, 6 heures, il est en train de gagner malgré les trucages d'algorithmes qui doivent à chaque fois donner un petit bonus à Biden. Tellement il y avait un raz-de-marée. Et c'est là que moi, en regardant les élections au petit matin, j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'anormal, puisqu'on a arrêté le décompte dans les 6 ou 7 États qui restaient à décompter. Il était 5 heures du matin ou 6 heures en France. Entre 6 et 8, ça s'est passé entre 6 et 8. Voilà, ça s'est passé entre 6 et 8, voilà, exactement. Dans le début de la nuit, une succession d'irrégularités. Et là, tout d'un coup, on comprend que n'ayant pas, la technologie ne leur permettant pas de gagner, tellement le coup est puissant. Ils improvisent des coups. Eh ben, ils reviennent aux bonnes vieilles méthodes de bourrage d'urne. C'est ça qui s'est passé. Ils ont arrêté, ils ont fait venir des milliers de bulletins. Parce que, si vous voulez, dans la plupart des États, ça se joue. Comment peut-on faire dans les bureaux de vote ? Arrêter un décompte. La grande faiblesse. À la porte d'ailleurs tous les scrutateurs. Oui, tout à fait. C'est invraisemblable. C'est un truc de république bananière. Il fallait avoir les médias de son côté, il fallait avoir une partie de l'establishment de son côté, il fallait avoir les groupes d'extrême gauche qui terrorisaient les juges, parce que c'est ce qu'on raconte pas, c'est que tous les juges qui auraient eu envie d'arbitrer en faveur d'un recompte des voix, parce qu'il y a beaucoup de plaintes qui ont été déposées, eh ben on leur envoyait les bonnes petites milices d'extrême gauche pour les intimider. C'est-à-dire Ah bah vous savez, c'est l'époque aussi. Oui, bah il suffit d'aller manifester devant le domicile, il suffit d'envoyer des courriers anonymes, il suffit de. Des menaces de mort aux juges, etc. Voilà, tout ça c'est documenté, hein. Tout ça c'est documenté, ça s'est passé. Un livre est fait, vous allez le faire, enfin. Alors il y a déjà un ou deux livres aux États-Unis. C'est très intéressant ce sujet-là. Ah mais c'est un sujet passionnant. La confiscation des élections dans le pays qui se veut le phare de la démocratie mondiale, c'est bouleversant. C'est bouleversant et je dirais, si vous voulez, les conséquences ont été gigantesques parce que Trump commençait à ramener la Chine à la raison sur un certain nombre de sujets, pas seulement commerciaux, hein, en général. Or, ça s'est largement arrêté. D'ailleurs, Biden, à cause de la guerre en Ukraine, vient de céder sur des traités commerciaux avec la Chine. L'establishment le deep state américain est assez infiltré par les Chinois aussi. Sans doute aussi. Et plein de complaisance vis-à-vis du Parti communiste chinois. Et puis, si vous voulez, si Trump avait été réélu, enfin, puisqu'il a été réélu, mais il a été privé de son pouvoir, on n'aurait pas eu de guerre en Ukraine, pour une raison très simple. C'est qu'il aurait dit à l'avance à Poutine, si vous intervenez, j'interviens. Et à ce moment-là, Russes et Américains auraient commencé à négocier. On a fait l'inverse. Et on a fait l'inverse.
Biden a dit « je n'interviendrai pas, je sanctionnerai ». C'est ce qu'il avait fait pour l'Irak d'ailleurs. Il avait fait dire par son ambassadeur après Gillespie en Irak en 90 « faites ce que vous voulez, vous pouvez envahir le Koweït, on ne s'en mêle pas ». Oui. Si ça vous intéresse pour des raisons pétrolières, c'est le leurre total. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ce pauvre Saddam Hussein est tombé dans le piège. Mais là, en plus, c'est même pire parce que... Alors non, ça va même plus loin, c'est que Biden dit « je n'interviendrai pas militairement », enfin les États-Unis n'interviennent pas militairement, donc Poutine dit « je peux y aller ». Enfin, je peux y aller. Au fond, ce qu'il fait, c'est poursuivre une guerre qui avait été déclenchée après 2014, venons-en à l'Ukraine. On est bien d'accord. Non-respect des accords de Minsk. Et au fond, c'est Kiev, c'est le gouvernement de Kiev qui commence la guerre en bombardant la région russe du Donbass. Et Poutine ne fait que prolonger cette guerre cette année. Oui, on peut alors, dire ça comme ça. Ensuite, si on fait la genèse de ce conflit, d'abord, l'Ukraine, qui est largement une création soviétique, c'est mettre ensemble des gens qui, historiquement, n'ont jamais été ensemble. C'est pas vraiment une nation. Elle aurait pu le devenir progressivement sur plusieurs générations, à condition qu'on la laisse vivre neutre et qu'on la laisse développer les liens qu'elle voulait et avec la Russie et avec le reste de l'Europe. Et les Américains ont pris la main dessus. Depuis la fin des années 90, l'obsession américaine, c'est, en tout cas d'un certain establishment américain, c'est d'abattre la Russie. Parce que pour des raisons complexes, cet establishment américain pense qu'ils affronteront la Chine un jour, mais qu'il ne faut pas que le monde soit trop complexe. Il faut que ça soit un affrontement binaire. Bon, écoutez, il y a bien des raisons, excusez-moi de vous couper, mais il y a d'abord l'exploitation de la Sibérie, qui est un énorme enjeu pour le 21e siècle et peut-être le 22e siècle. Et les Américains sont intéressés à la chose. Bien sûr. Et n'ont pas envie de cette énorme puissance oui, tout russe à fait. qui peut devenir vraiment une superpuissance par la mise en valeur. C'est commencé d'ailleurs, Poutine le fait. Oui, bien sûr. Des richesses de l'Ukraine. Et surtout, la menace, c'est l'Europe pour les États-Unis. Une grande Europe dont les deux poumons, vous citiez Saint Jean-Paul II, il parlait des deux poumons de l'Europe, le catholique et le poumon orthodoxe. Et la Russie, si ces deux poumons étaient réunifiés, marchaient ensemble, l'Europe resterait au cœur du monde. Et c'était elle aurait un développement, c'était le projet du général de Gaulle, bien sûr. Que Poutine a repris en disant non pas de l'Atlantique à l'Oral, mais de Lisbonne à Vladivostok, c'est-à-dire l'extrémité orientale de la Sibérie. Vous avez vu que quelques semaines avant de déclencher la guerre, Poutine a eu ce geste magnifique d'envoyer un télégramme à l'amiral de Gaulle pour son 100e anniversaire. J'ai vu ça. Et d'ailleurs, nous publions d'ailleurs un entretien, enfin une conférence très conservatrice, très raisonnable, très europhile de Vladimir Poutine dans le prochain numéro du Conservateur. Voilà, je pense que ça ne vous déplaira pas et c'est très éclairant sur la mentalité, la psychologie de Vladimir Poutine, qui est un Européen. Qui est un Européen et qui voulait l'unité de l'Europe. Bien sûr, et qui veut une Europe de l'Atlantique à l'Oral. Que les Américains ne veulent pas. Voilà. Bien sûr, les Américains ne veulent pas. Mais, si vous voulez, à partir de là, Brzezinski le dit dans le Grand Échiquier, qu'il faudra baisser définitivement la puissance russe. Et pour cela, utiliser l'Ukraine. Et d'ailleurs, Brzezinski, dans le Grand Échiquier, annonce le début des bouleversements en Ukraine pour 2004. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, on se fait facilement traiter de complotiste. Voilà. Cher Édouard. Mais enfin, vous êtes la révolution orange. Oui, de toute façon, maintenant. De l'académie, donc vous pouvez y aller. Voilà. Vous pouvez tout vous permettre. Mais la révolution orange est une première tentative de faire basculer l'Ukraine du côté occidental. Alors simplement, les sociétés étant ce qu'elles sont, ça ne dure pas. Ça ne marche pas. Et c'est à partir de là que, en 2011, 12, 13, les Américains commencent, c'est Obama, commencent à se dire, bon, là, il va falloir employer plus de moyens. Et ils mettent tous les moyens sur l'Ukraine. Et quand vous parlez avec des Ukrainiens, des réfugiés ukrainiens aujourd'hui, ils vous disent qu'ils ont un sentiment très bizarre parce que jusqu'en 2012, il y a eu le championnat d'Europe de football qui se tenait à la fois en Russie et en Ukraine. Et ils ont le sentiment, leur pays était en ascension. Et puis tout d'un coup, après, ça chute et tout se dérègle. Volonté de Washington. Et donc on a... Alors, c'est une histoire compliquée parce que Yanukovych, qui était le président ukrainien jusqu'à Maïdan, jusqu'au début 2014,
À la fois, alors c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Oui, il avait de meilleurs liens avec Moscou que son prédécesseur, mais il était surtout ukrainien, il cherchait avant tout à défendre les intérêts de l'oligarchie ukrainienne, et puis il a voulu absolument arriver à un accord avec l'Europe. Et c'est là qu'il a été pris au piège avec l'Union européenne. C'est là qu'il a été pris au piège. C'est que les Barroso, en bon représentant des intérêts, non pas de l'Europe, mais de Washington, lui a dit « Ah oui, mais d'accord... » Barroso, président de la Commission européenne à cette époque. D'accord, mais il faut arrêter les relations avec la Russie. Et c'est là que Yanukovych a été pris au piège, et il a dit « Si je dois choisir, je choisis la Russie. » C'est évident. Pour l'économie les liens sont ukrainienne, avec la Russie. Pour l'histoire, les liens sont évidemment vont de soi. L'Ukraine a toujours été russe. Sauf la partie la plus occidentale qui a été polonaise ou autrichienne. Oui. Bon. Mais, pendant 2-3 siècles, oui. Mais là, Yanukovych est coincé. Et c'est là que se déclenche le mécanisme infernal, puisque... Qu'est-ce que c'est que Maïdan? Au départ, il y a bien des manifestations spontanées, effectivement, de classe moyenne qui disent « on veut l'Union européenne, vous ne nous en privez pas », mais qui sont très vite instrumentalisées par un certain nombre d'intérêts, essentiellement des intérêts américains et allemands. Et ça, on l'avait déjà vu au moment de la Révolution orange. Et à partir de là, ça part complètement. La créature, en même temps, échappe à ces créateurs en partie, puisque c'est le moment où ce que les Russes appellent le néonazisme ukrainien, qui est une réalité, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'individus assez fêlés, il faut dire les choses, et qui sont persuadés que les Ukrainiens sont les vrais Slaves et que les Russes sont des gens d'Asie. Ça vient de la période, parce que il y a deux créations de l'Ukraine, d'abord par Staline, et ensuite par Hitler, quand il est arrivé, quand il a envahi la pointe, enfin la partie occidentale de la Russie, il s'est installé en Ukraine. Et il faut dire qu'il a été d'autant mieux reçu par les Ukrainiens qu'il gardait un souvenir effrayant de la famine organisée par Staline dans les années 30, qui a fait, je crois, 5 ou 6 millions de morts. Enfin, qui ne visait pas que l'Ukraine, hein. Qui visait... Enfin, dont l'Ukraine a été... L'Ukraine a eu la moitié des victimes. Ben oui, mais... parce que les Russes ont été touchés aussi, et c'est allé jusqu'au Kazakhstan, mais... Staline a affamé une partie de son peuple, de ses paysans, en volant leur production... Tout à fait. Pour suppléer à une économie très défaillante. Et donc, quand les Allemands sont arrivés en Ukraine, ils étaient plutôt bien accueillis, parce qu'ils les débarrassaient des communistes. Ça n'a duré que quelques semaines, hein, parce que les Allemands se sont mal comportés, parce que les Allemands méprisaient ce qu'ils appelaient les Slaves, en général, et puis parce qu'ils ont été très brutaux. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi un mouvement de partisans ukrainiens, eux, pro-armée rouge, pro-soviétique, qui a été aussi extrêmement combatif. Donc, en fait, l'Ukraine est un pays profondément divisé, en fait. Et ce que les Occidentaux n'ont pas voulu voir, c'est que on ne pouvait pas faire basculer l'Ukraine du côté occidental. D'un côté ou de l'autre. De même que pour un dirigeant russe, vouloir avoir toute l'Ukraine, c'est de la folie. Mais Poutine n'a pas du tout envie d'envahir toute l'Ukraine. Non, pas Kiev. Il est en train de reconstituer la nouvelle Russie de Catherine la Grande. C'est-à-dire, moi j'imagine qu'après il va aller jusqu'à Odessa. Je ne suis même pas sûr qu'il s'intéressera à Kharkov, parce qu'il n'a pas besoin, en fait. Il faut reconstituer une sorte de continuité territoriale jusqu'à la Moldavie, non ? Oui, c'est jusqu'à la Transnistrie, oui, c'est ça, la Moldavie. En fait, c'est reconstitué, alors là, finissons sur une note française, le duc de Richelieu, le arrière-petit-neveu du grand cardinal. Créateur d'Odessa, enfin, on peut dire. Exactement, qui a sa statue toujours, j'espère qu'elle ne sera pas détruite lors de la guerre. Parce que vous envisagez maintenant, enfin nous parlons à la fin du mois de mai, le déplacement de la guerre vers Odessa. Moi, je pense que c'est probable, oui, je pense que... Alors, l'armée ukrainienne est en train de s'écrouler. Hein. Elle est là, dans le Donbass, on a une espèce d'avalanche, en fait, des défaits. La prise de Mariupol, définitive, à Azovstal, a été un choc
pour l'opinion ukrainienne, et pour les soldats ukrainiens, ils ont de moins en moins envie de se battre. Et par ailleurs, la puissance de feu russe est telle. Alors oui, nous sommes entre gens de bonne compagnie qui savent les choses, mais pour des gens pour le commun des mortels, la Russie s'enlise. Voilà, la Russie s'enlise. Alors, elle s'enlise tellement qu'effectivement, elle est en train de gagner la guerre. Et donc, est-ce que Odessa tombera plus vite que prévu ? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que le duc de Richelieu a sa statue face au port, en haut des marches. C'est magnifique. Et c'est très émouvant, parce que c'est un moment où les élites françaises jouaient un rôle partout. Et il a été le grand organisateur de la Nouvelle-Russie, effectivement. Alors, deux questions pour finir. Hélas, notre conversation doit s'achever, bien qu'il y ait beaucoup de choses à dire, mais reportons-nous au site où vous écrivez tous les jours, je crois. Le Courrier des Stratèges. Le Courrier des Stratèges, dont nous parlions. Créé par Éric Verhaeghe. Créé par Éric Verhaeghe, et que nous reprenons souvent. Je contribue dans Conservateur. Depuis tous les jours, vous faites un point de la situation. C'est formidable, il faut s'astreindre. Sur la guerre en Ukraine. Sur la guerre en Ukraine, c'est formidable. Regardez, lisez Édouard Husson sur le Courrier des Stratèges, chers amis. Vous en apprendrez beaucoup plus qu'en écoutant une radio de service public ou une radio... Comment expliquez-vous? Alors, j'ai plus que 3 questions, mais je ne veux pas en écarter une seule. Tout de même, Édouard Husson, comment expliquez-vous cette espèce d'avalanche de désinformation, comme on dit maintenant, de propagande, qui fait que les radios et les télévisions du système disent exactement le contraire de la vérité? On l'a vu à propos de Trump. Enfin, les démocrates, nos adversaires qui se disent démocrates alors que nous le sommes, oublient toutes les règles de la démocratie. D'abord, le fait de pouvoir dire la réalité, de pouvoir débattre sur ce qu'on en dit, on entre dans un totalitarisme inouï. Je dis ça parce qu'on a sauté un de vos combats sur la dictature covidienne. Vous avez été très net aussi dès le début, enfin, oui. et complotiste comme nous le sommes tous. D'ailleurs, maintenant... C'est ce que j'appelle le fascisme gris. Fascisme du pouvoir gris. En fait, je pense que nous sous-estimons l'impact du vieillissement de nos sociétés, et les vieilles générations n'ont plus envie de débattre. Oui. Ça nous arrivera un jour. Mais des jeunes non plus, peut-être par inculture. Alors sans doute, mais malgré tout, je pense que si on leur donne l'occasion, moi je le vois avec les étudiants, oui. Ils ont envie. Ils sont Alors je pense que les générations qui dominent notre débat électoral, vieillissantes, ont plutôt, en tout cas celles qui participent le plus au vote et qui sont les plus, finalement, les plus insérées dans les élites et qui profitent du niveau de vie d'il y a 30 ou 40 ans, eh bien, n'ont plus envie de débattre. Alors j'appelle ça le fascisme gris, le fascisme du pouvoir gris. Ça donne quelque chose de très curieux. C'est que c'est un sentiment qui est... un totalitarisme. Qui est exploité, c'est une sorte de fascisme mou, qui est exploité par un certain nombre d'intérêts sans scrupules, financiers, politiques, culturels aussi. On l'a vu pendant la Covid, par exemple. Voilà, industriels pendant le Covid, avec effectivement des manipulations gigantesques de la part de l'industrie pharmaceutique. Et l'opinion qui marche. Et voilà. Mais si vous ne tiltez pas quand je parle de totalitarisme. On ne peut pas parler d'un nouveau totalitarisme. Ah, c'est une forme de totalitarisme, bien sûr. Oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Dont les ficelles sont tirées par quelques empirées supranationales et peut-être par des puissances, tout simplement la puissance impériale américaine, non ? États-Unis. Oui, mais on disait tout à l'heure comme les États-Unis sont divisés aussi. Oui. Mais là, on ne parle pas de la nation américaine, non. Celle de Trump. Je parle de l'empire américain, c'est-à-dire qui se superpose à la nation américaine. Un de nos grands problèmes. Ces fameux 15 ou 20%. Qui agissent oui, bien sûr. Au nom des 80% autres, comme en Allemagne, mais que les autres suivent. Un de nos grands défis pour les années qui viennent, c'est démanteler les grandes institutions internationales, oui. Qui sont devenues non seulement des bureaucraties, l'OTAN pour commencer, mais qui sont devenues des instruments l'OMS pour imposer les projets de ceux que David Rothkopf appelle la superclasse. Les 0,1% la caste. Ce que Éric Verhaeghe appelle la caste dans le Courrier des Stratèges. Et
effectivement, et les institutions internationales sont d'ailleurs, ça pose de plus en plus de problèmes à des pays comme l'Inde, comme la Chine, comme les pays d'Amérique latine, qui ne supportent plus la manière dont ces grandes institutions internationales ont été détournées. C'est ma deuxième question. On a l'impression, c'est l'avant-dernière, on a l'impression que ce totalitarisme atlantique, on peut dire, qui se nomme la communauté internationale, n'est plus du tout la communauté internationale, et qu'elle s'isole du reste du monde. On n'a pas du tout l'impression, par exemple, contrairement à ce que l'on entend à la radio, que Poutine est isolé. Il est soutenu par la Chine, par l'Inde. L'autre jour, il y avait un vote sur un sujet adjacent, mais qui concernait précisément l'OTAN au sein de l'Assemblée générale de l'ONU. Les 3/4 des pays africains ont voté, comme la Chine, comme l'Inde, comme l'Iran, en faveur de la thèse russe. C'est-à-dire que ce monde américain dont qu'on continue à appeler la communauté internationale est au fond de plus en plus, et nous avec, de plus en plus isolé dans le monde. Est-ce que je me trompe? Non. Il y a un basculement fascinant de la géopolitique en ce moment. Il y a un certain nombre de pays qui ont condamné l'entrée russe en Ukraine, mais qui ont refusé de voter les sanctions. Oui. Et puis, vous avez un certain nombre de pays qui n'ont pas condamné et qui n'ont pas voté les sanctions. Et quand vous faites le total de ces deux catégories, vous avez à peu près les 2/3 du monde. Et donc, on assiste... Mais dans quoi la France s'enferme-t-elle? Ah, c'est terrible. C'est absolument terrible. On s'enferme dans un monde qui bascule dans Parce que vous avez vu aussi que le groupe des BRICS est en train de s'élargir. Oui. BRICS, c'était Brésil. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, South Africa. Et l'Argentine est candidate. Le Mexique est candidat, l'Indonésie est candidate. Donc en fait, c'est pas simplement le déplacement vers l'Asie qui est en jeu. C'est l'émancipation, la sécession en fait d'une partie du monde qui va larguer la communauté occidentale. Le tableau géopolitique du XXe siècle n'est pas du tout à la fin du XXe siècle, ne sera pas du tout ce qu'il était à la fin du XIXe. Et la superpuissance américaine, et nous avec, s'isolent du reste du monde. Tout à fait. Malgré tout, la France a un atout. Nous sommes présents sur tous les océans. À condition de le jouer, c'est ce que vous disiez. Si on jouait nos cartes, la France aurait une grande politique. L'avenir de la politique... Nous restons une puissance nucléaire, nous restons une diplomatie indépendante, malgré tout. Alors je sais que le pire est à prévoir avec Macron, et il a déjà pensé partager la bombe et partager le siège au Conseil de sécurité. Avec l'Allemagne. Mais malgré tout, je pense qu'il y a quand même des forces profondes, et nous avons cette présence sur tous les océans du monde. Nous sommes les seuls avec les Britanniques à pouvoir jouer de cela. Les Britanniques sont aujourd'hui tellement inféodés à Washington que nous avons une carte unique à jouer. Et espérons qu'on la jouera. Ce serait bien que la France adhère aux BRICS. Ah, voilà une idée que M. Macron ne reprendra pas. Mais nous avons espoir de mettre un terme à l'ère macronienne, n'est-ce pas? Il faut qu'on y travaille dès maintenant. Et alors, voilà ma dernière question. Je la pose à la plupart de nos invités. Je crois vraiment que face à ce totalitarisme, qui peut-être est le chant du cygne de l'Occident, qui serait dit au moment de perdre pied et de perdre son hégémonie mondiale, la meilleure carte, c'est le conservatisme, l'esprit conservateur, la révolution conservatrice, la réaction conservatrice, que dire ? Est-ce qu'il n'y a pas une grande partie à jouer pour renouveler la droite sur ces thèmes conservateurs que, ensemble, avec vous, cher Édouard Husson, et toute l'équipe du Nouveau Conservateur, nous essayons d'instruire? Est-ce que ce n'est pas la bonne réponse d'abord à la déréliction de la droite, qui aujourd'hui est en capilotade parce qu'elle ne trouve pas son paradigme, et je crois qu'il faut lui proposer un paradigme conservateur qui la renouvellerait, et est-ce qu'on ne redonnerait pas une chance, c'est ce que vous venez de dire, à la France si elle redevenait indépendante et se détacher de ce totalitarisme? Est-ce qu'on peut rêver? Est-ce que la carte est jouable? Nous avons eu une chance inouïe dans la tradition politique française, c'est que nous avons le général de Gaulle, qui est finalement le grand conservateur français. Tout à fait d'accord. Et c'est je crois, il a légué cet héritage.
il n'a pas été vraiment compris par ses successeurs. Pompidou le comprenait de mieux en mieux à la fin, indéniablement. Mais ça n'était pas, ça n'a pas, il n'a pas créé de mouvement. De mouvement. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour le redécouvrir. Et toutes les intuitions sur la communauté internationale comme association libre, coopération libre de nations souveraines et démocratiques, c'est ce qui s'ouvre à nous. Alors avec des défis, hein, la Chine, elle aussi néo-totalitaire, aura du mal dans ce monde-là. Mais autant jouer notre carte. Autant jouer notre carte. Et d'ailleurs, il y a cette attente-là très forte. Hein, beaucoup de... moi, je vois à Budapest, par exemple, beaucoup de gens sont déçus que la France ne soit plus en Russie, beaucoup de gens le sont. En Hongrie, en Serbie, à beaucoup d'endroits, à travers le monde. Voilà une très belle conclusion et une meilleure conclusion encore. Vous me l'avez apportée, elle est devant vous. Je ne vous ai pas demandé d'apporter beaucoup d'objets, ce que nous faisons de temps en temps, mais je savais que notre conversation serait nourrie. Vous m'en avez apporté un. Je vous ai demandé d'apporter un livre qui vous a marqué et vous nous apportez, on peut dire, le comble de l'esprit conservateur, un auteur, La Bruyère, Les Caractères. Mon auteur favori. Qui est votre auteur favori. Mon auteur favori, je ne vais pas résister. La Bruyère, si vous voulez bien, je voudrais vous lire le... Allez-y. Alors, le professeur Chausse-Séminette. Je ne vais pas faire du Lucchini en disant modernité de La Bruyère, La Bruyère tellement moderne. C'est intéressant dans la mesure où, justement, ça n'est pas moderne. Mais intemporel. Voilà, mais si vous voulez une description du membre de cabinet ministériel, c'est dans La Bruyère, hein, le membre de cabinet ministériel. Oui, je devine. Ne croirait-on pas de Simon et de Clitandre qu'ils sont seuls chargés des détails de tout l'État et que seuls aussi ils doivent en répondre? L'un a du moins les affaires de terre et les autres les maritimes, qui pourraient les représenter, exprimerait l'empressement, l'inquiétude, la curiosité, l'activité, saurait peindre le mouvement. On ne les a jamais vus assis, jamais fixes et arrêtés. Qui même les a vus marcher? On les voit courir, parler en courant et vous interroger sans attendre de réponse. Ils ne viennent d'aucun endroit, ils ne vont nulle part, ils passent, ils repassent. Ne les retardez pas dans leur course précipitée, vous démonteriez leur machine. Ne leur faites pas de questions, ou donnez-leur du moins le temps de respirer et de se ressouvenir qu'ils n'ont nul à faire, qu'ils peuvent demeurer avec vous et longtemps vous suivre même où il vous plaira de les emmener. Ils ne sont pas les satellites de Jupiter, je veux dire, ceux qui pressent et qui entourent le prince, mais ils l'annoncent et le précèdent. Ils se lancent impétueusement dans la foule des courtisans. Tout ce qui se trouve sur leur passage est en péril. Leur profession est d'être vue et revue. Et ils ne se couchent jamais sans s'être acquittés d'un emploi si sérieux et si utile à la République. Ils sont au reste instruits à fond de toutes les nouvelles indifférentes. Et ils savent à la cour tout ce que l'on peut y ignorer. Il ne leur manque aucun des talents nécessaires pour s'avancer médiocrement. Gens néanmoins éveillés et alertes sur tout ce qu'ils croient leur convenir, un peu entreprenants, légers et précipités. Le dirais-je, ils portent au vent, attelés tous deux au char de la fortune, et tous deux fort éloignés de s'y voir assis. 3 siècles et demi. 3 siècles et demi. C'est le cabinet ministériel, ou le ministre, voilà. Recruté au siècle. Exactement. Banalement. On pourrait... Édouard, l'homme ne change pas. Voilà. C'est ce que dit La Bruyère. Il y a des caractères. Et au fond, bon, d'abord, nous procédons tous d'une femme qui nous porte pendant 9 mois. Et nous arrivons avec à peu près les mêmes anatomies les uns les autres. Et les mêmes problèmes au cours de la vie, les mêmes angoisses, les mêmes espoirs, les mêmes désirs. L'homme est immuable. Alors, je crois que si nous sommes conservateurs, justement, nous ne sommes pas des réactionnaires, nous ne sommes pas des holistes, des totalitaires. Donc aujourd'hui, on est obligé de réactionnaire quand même. Enfin, c'est autre chose. Non, mais ce qui est fascinant, effectivement, c'est aussi le progrès technique. C'est ce que la civilisation a apporté. De ce point de vue, le général de Gaulle
disait que t'es pas obligé de rester à l'époque de la marine à voile et de la lampe à huile. Et de la lampe à huile. Mais précisément, ce qui est fascinant, c'est de voir cette nature humaine largement immuable face à ce progrès technologique. Et le grand défi, je renvoie au grand discours de Gaulle à Oxford en 1941. Ah, le discours d'Oxford de 41. Lorsqu'il explique le totalitarisme moderne par la tension non résolue entre la nature humaine qui ne change pas et le progrès technique. Il aura répété ça très souvent, oui. Notamment André Malraux qui illustre nos propos ici. Ne tentons jamais de changer la nature humaine. Ça, c'est une phrase de conservateur. Voilà pourquoi je relis La Bruyère. Et La Bruyère est un scrutateur de permanence de la nature humaine tous les jours. Ah, c'est mon livre de chevet, oui. Mais oui. vous trouvez le temps ? Bah, vous savez, les portraits, vous en lisez un, ça vous fait... Vous venez gentiment de le faire. Ça vous fait une soirée, je veux dire, au sens où vous pouvez la méditer. C'est un grand optimisme, monsieur le recteur, que l'homme ne change pas, au fond. Tout est toujours possible. Toutes les renaissances, toutes les restaurations sont toujours possibles. Devenons sérieux, l'homme peut changer en suivant le Christ. Mais sinon, la nature humaine est la même depuis Périclès ou les pharaons. Très belle conclusion. Je vous remercie de tout ce que vous nous avez dit et de cette très belle phrase pour finir. Merci beaucoup, Édouard Husson. Merci à vous. Et à bientôt au Courrier des Stratèges, au Nouveau Conservateur et dans vos projets à venir. Je crois que vous êtes, pour la restauration de la droite, un élément absolument indispensable. Un véritable penseur qui a de l'expérience du politique, un grand scrupule intellectuel, une très grande volonté, capacité de travail, un courage. C'est pas chaque fois que je quitte mes... Partir, vous laissez la totale responsabilité ce concert d'éloge qui va vous gêner. Mais je crois que nous avons beaucoup besoin de vous. Merci beaucoup, Edouard. Merci en tout cas de m'avoir invité pour cette belle conversation. À bientôt.